Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouvel update lecture. J'en ai pas fait la semaine dernière et la semaine précédente d'ailleurs. Je sais plus trop en fait où j'en suis. Je pense que vous l'avez vu dans les vlogs. Je suis en révision. Le mois de juillet, ça va être un mois plutôt coriace niveau examen et tout ça. Donc voilà, là j'ai eu un examen en début de semaine et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai pas du tout le temps de filmer une vidéo update. Et du coup, je me suis dit que j'allais rattraper, c'est pas grave. Ça sera pas forcément mes lectures de la semaine, ça sera un peu plus étalé. Mais du coup, j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Je crois que la plupart ont déjà presque tous été chroniqués sur Instagram, mais vous avez peut-être envie d'en entendre un peu plus parler et puis de les découvrir d'une autre manière. Il y a 2 romans graphiques et 4-5 romans, donc on va commencer par les romans pour finir par les graphiques. J'essaye de les faire plus ou moins dans l'ordre, mais j'ai donc lu Sarah contre Sarah aux éditions de Minuit de Poche par Pauline Delabroix à l'art. Je vous l'avais présenté dans un book haul, c'est un livre qui me tentait énormément, déjà du fait de son titre, parce que je m'appelle Sarah, si vous ne le savez pas, et que forcément ça m'attirait un petit peu de lire un livre qui met en scène une Sarah hors cadre Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai que quand j'étais petite, tous les romans que je découvrais qui parlaient d'une Sarah, c'était toujours lié à la Seconde Guerre mondiale, donc au bout d'un moment, j'étais consciente de mon passif et de mon héritage familial, j'étais super ravie de voir que Sarah existait dans la littérature autrement que comme ça. Mais bref, du coup, il est sorti en poche. Je l'ai pris parce que c'est vrai que les éditions de Minuit, c'est toujours, je crois, c'est le prix d'un grand format pour un petit grand format. Et je sais pas, à chaque fois, ça me traumatise un petit peu. Bref, dans ce roman, on suit un narrateur, donc une narratrice. Dont on ignore le prénom, qui est avec un homme, qui a une petite fille, donc je crois que c'est pas la fille de ce monsieur, elle est séparée. Et un beau jour, à une soirée, elle rencontre Sarah, qui parle un peu vulgairement, qui se fait beaucoup remarquer, qui a un nez un petit peu particulier, qui n'a pas cette espèce de beauté de magazine, mais qui est hyper envoûtante, qui a beaucoup de charme, qui a une personnalité incroyable, qui est violoniste de métier et en fait va se créer une histoire d'amour entre ces deux femmes qui pourtant n'étaient pas du tout homosexuelles à la base. C'est un roman très très court qui en fait se divise en 2 parties, la rencontre avec Sarah et l'histoire d'amour et la vie sans Sarah puisqu'elles se séparent. La première partie est absolument prodigieuse, l'écriture est sublime, moi j'ai reconnu Marguerite Duras dans ce roman, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très pur, très fort, c'était vraiment la description de la passion amoureuse comme on aime la lire, celle qui frappe en plein cœur, celle qui fait de la peine, celle qui adoucit, celle qui réconforte, celle qui fait croire en beaucoup de choses. C'était très beau et puis c'était aussi, je trouve, il n'y avait pas du tout en fait dans ce roman cette notion de une femme qui a toujours été avec des hommes tombe amoureuse d'une femme et toute cette réflexion autour de ok, alors est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis bi, non, en fait ici c'est juste 2 êtres, peu importe que ce soit un homme, une femme ou quoi que ce soit, qui tombent amoureux et j'ai trouvé qu'en fait c'est peut-être ça aussi qui aide la cause LGBT+, c'est d'avoir en fait une réflexion qui est très naturelle où on n'a pas besoin sur le papier d'écrire est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis en train de devenir bi. J'ai trouvé que le fait de ne pas théoriser ce qui se passait rendait la chose incroyablement naturelle, incroyablement belle, comme ça l'est dans la vraie vie, et que c'était vraiment super intéressant. Comme je l'ai dit, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Par contre, je pense que c'est un roman, pour pas s'en dégoûter, il faut s'arrêter à la première partie, parce que la deuxième partie, qui est censée être donc la vie sans Sarah, j'ai eu l'impression que c'était une partie qui était écrite par quelqu'un d'autre. La narratrice devenait hyper égoïste. Alors ok, on comprend qu'elle sombre dans une espèce de semi-folie, elle a un espèce de choc, je pense, psychologique du fait de cette rupture, du fait de ce qui se passe dans le roman, mais ça n'avait aucun sens. Franchement, la deuxième partie, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que c'est vraiment la suite de ce que j'ai lu au début? Parce que vraiment, il y a eu un changement dans la plume et dans la qualité de ce que j'étais en train de lire qui était vraiment, mais incomparable. Donc, ouais, c'était très bien. C'est une histoire d'amour, voilà, je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir et qu'il faut s'arrêter à la première partie parce que,
Ouais, franchement, la deuxième partie, j'ai pas compris, mais la première est très belle et elle mérite d'être lue. Ensuite, j'ai lu Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. J'avais déjà lu un livre de l'auteur, c'était Un parfum d'encre et de liberté. Il faut savoir qu'elle associe toujours deux concepts comme ça. Il y a aussi un goût de cannelle et d'espoir. Elle aime beaucoup, je pense, la dualité dans ses titres. Et mon sentiment avec ce premier roman, c'était que c'était cool, mais je restais un petit peu sur ma faim. Et là, j'ai retrouvé un petit peu ça. En fait, dans ce roman, on va suivre Ali et Herminie. Je crois qu'on est dans le sud des États-Unis, au début du XXe siècle. Il me semble que c'est ça. Et elle a envie d'être écrivain. Elle va, voilà, vouloir écrire des livres. Donc, en fait, ça raconte cette femme qui, au début du XXe, avec toute la difficulté du sud des États-Unis et du nord des États-Unis, qui va essayer de percer dans le milieu littéraire, alors qu'elle a aucune connaissance, etc. Et elle va écrire un roman, en fait, son premier roman, donc qui va être un petit succès, pas de la manière dont elle aurait aimé, mais en fait elle va écrire un roman sur des faits réels où un homme noir avait violé et assassiné une femme blanche, et en fait c'était totalement une mascarade du point de vue de la justice, puisque les avocats avaient utilisé des principes essentiels pour faire tomber en fait la procédure. En gros, ils disaient que les juges étaient forcément leur indépendance et leur impartialité étaient violées parce que c'était un homme noir et qu'on était dans une période un peu compliquée de l'histoire, et que du coup n'importe quelle sentence qu'il pourrait rendre serait totalement partiale, dépendante, et puis violerait les droits de la défense et l'impartialité du tribunal. Et en fait il avait fait tomber le procès comme ça, et donc son roman parlait en fait de des déviances de la justice, mais de tous les points, parce que là, il y avait quand même une femme qui avait été violée, assassinée, hein, c'était pas une accusation sans fondement, et voilà, donc son roman parlait de ça, et forcément, il a été accueilli hyper positivement aux États-Unis, parce que forcément, hein, ça parlait des Noirs qui violent et qui assassinent, et qu'à l'époque... voilà, c'était pas trop la bonne période. Donc elle va faire connaître son roman comme ceci, et on va la découvrir dans ce milieu littéraire. C'est ainsi qu'elle va rencontrer Post Wheeler, qui est un homme en fait qui écrit un livre sur un peu l'art de rester célibataire. Il préfère profiter des femmes plutôt que se marier, même si c'est un très bon parti. Il est journaliste, et en fait il va lui montrer une forme un peu d'indifférence, et il va se nouer quelque chose entre ces deux personnages, donc on comprend qu'il y a une romance qui va s'installer. Tous les postulats sont bons, voilà, moi je trouve qu'il y avait tout ce qu'il fallait, mais comme d'habitude je suis restée sur ma faim. En fait, tout au long de ma lecture, j'ai attendu que l'histoire décolle, qu'il se passe véritablement quelque chose, pas forcément un énorme drame, mais en tout cas qu'il se passe quelque chose, et je trouve que c'est resté très stagnant au niveau du rythme, au niveau de l'intrigue, etc. Donc, comme toujours dans ces romans, c'est bien, le contexte est bien, l'ambiance est sympa, mais il m'a vraiment manqué quelque chose dans ma lecture, donc ouais. Une lecture un peu en demi-teinte. Après, ce qui était plutôt sympa, c'est que le personnage d'Ali Hermini était vraiment un personnage féminin fort, qui en fait c'est pareil, elle avait pas forcément envie, son objectif de vie n'était pas de faire un bon mariage, de trouver un bon parti, son objectif de vie c'était d'être écrivain, et en fait on voit pas forcément son combat, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses difficultés majeures, mais en tout cas on voit son état d'esprit à cette époque, et qui était vraiment fort, vraiment féministe pour son époque. Donc c'était assez intéressant d'avoir ce personnage là, mais ouais, il m'a manqué un petit truc quand même. Ensuite, j'ai lu La vie de David Hockney par Catherine Cusset aux éditions Gallimard dans leur collection NRF. J'aime beaucoup Catherine Cusset puisqu'elle est l'auteure d'un de mes livres préférés qui est rangé juste par ici et qui s'appelle L'autre qu'on adorait, et j'avais été vraiment subjuguée par ce roman, il m'avait bouleversée. Il avait une narration en fait avec la deuxième personne du singulier, ce que je trouvais absolument bouleversant parce que c'était presque une lettre ouverte à un personnage qui était dépressif, donc moi c'est souvent des thèmes que j'apprécie beaucoup. J'avais trouvé que sa plume était magnifique, un peu comme Delphine de Vigan, où je retrouve cette impression d'avoir quelque chose mais d'une qualité incroyable, un petit diamant, mais en même temps d'une simplicité dans l'exécution, dans le choix des mots, qui donne quelque
chose de très fort mais en même temps très accessible. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de lire ce roman et j'avais d'ailleurs eu envie de l'acheter dès sa sortie, mais bon voilà, NRF c'est 18,50 € pour un truc qui fait 200 pages et bon après c'est pas forcément le nombre de pages, mais c'est vrai que c'est toujours assez cher, donc moi j'attends souvent mes NRF pour les acheter d'occasion. Donc là je l'avais trouvé d'occasion, je l'avais d'ailleurs ouvert dans un vlog avec vous. Moi j'aime beaucoup David Hockney, j'étais allée voir la rétrospective au Centre Pompidou, c'est un artiste que j'aime énormément et j'avais vraiment envie d'aller au-delà de la simple information qu'on peut avoir quand on prend l'audio au musée, mais vraiment de découvrir un peu plus sa vie. Donc ce livre me paraissait absolument parfait et c'était le cas. Ça a été une excellente lecture, peut-être même une de mes lectures préférées de ces derniers temps. J'ai adoré découvrir David Hockney, mais pas David Hockney le peintre, David Hockney la personne. Et ça je trouve que c'est super important dans ce roman. Si vous ne connaissez pas David Hockney, du coup c'est un peintre, alors je sais pas si vous voyez, mais en fait il a fait ces énormes peintures les plus connues sont celles avec des piscines, des ombres d'hommes dans les piscines, etc. Mais en fait vous n'êtes pas obligé de connaître David Hockney pour savourer ce roman parce que il est quand même génial. En fait c'est tout simplement l'histoire d'un jeune homme, donc de son adolescence, de son enfance à là actuellement, qui en fait était homosexuel du coup à la fin au XXe siècle, qui a fait partie de ces premières générations d'homosexuels assumés dans des milieux artistiques. Et puis je trouve que c'est un roman qui met l'art et la création au centre, mais d'une manière qui n'est pas hyper théorique, d'une manière qui n'est pas très éducative. C'est juste qu'en fait au travers du déroulé du fil de sa vie, on en apprend beaucoup sur sa création. C'est vraiment un homme qui a eu des idées et des idées, qui a vraiment touché à toutes les techniques, qui a fait une production d'œuvres qui était colossale en termes de nombre, en termes de grandeur, qui s'est essayé à la peinture, qui ensuite a utilisé toutes les techniques et les avancées technologiques. Je sais qu'il dessinait beaucoup sur ordinateur, qu'il a fait beaucoup de choses avec les photos, qu'il faisait des œuvres d'art à distance en faxant en fait des petits éléments de photos que le destinataire devait assembler pour avoir l'œuvre finale. Donc c'était vraiment un génie, c'est toujours un génie d'ailleurs. Mais ce roman est vraiment intéressant parce que ça raconte sa vie en Angleterre, la découverte de sa sexualité, le déroulé en fait de son cursus pas universitaire, mais voilà, donc son cursus, je veux dire, à l'équivalent de l'école des beaux-arts, quand il est allé enseigner. Ça nous raconte ses histoires d'amour, celles qui ont marqué sa vie. Et puis, il y a aussi dedans un aspect que j'ignorais, en fait, vraiment sur David Hockney, c'est comment il a vécu le deuil de toutes les personnes autour de lui, mais surtout, comment il a vécu la grande époque, on va dire, de découverte du sida. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant de son point de vue, bon, raconté, mais son point de vue quand même, parce que ça donnait vraiment une vraie immersion dans le milieu homosexuel artistique et l'arrivée de cette maladie qui avait l'impression de terrasser que les homosexuels et de les punir, et sa vision des choses et la vision de ses amis. Enfin franchement ce livre était passionnant. Moi j'ai adoré, je l'ai dévoré. Il y a beaucoup de choses aussi sur la création, sur la découverte de soi, sur le milieu artistique qui était quand même pas toujours sympathique, et le fait de suivre toujours son instinct. En fait c'était vraiment une belle leçon dans le sens où c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il avait vraiment à l'intérieur de lui, qui a toujours poursuivi son instinct, qui a fait ses choix en fonction de personne d'autre que de ce qu'il était intimement convaincu, et c'est quelqu'un qui a une vie haute en couleurs entre New York, entre la côte est des États-Unis, la côte ouest, Londres, des fois le sud de la France. Enfin, c'est une super histoire de vie, et je pense qu'on peut la lire sans forcément connaître a priori David Hockney, et se laisser en fait emporter par la vie de cet homme au milieu du XXe siècle et dans le milieu artistique, et c'était passionnant. Ensuite, j'ai lu La Villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions Charleston.
Dans ce roman historique qui se passe au début du XXe siècle en Allemagne, on va suivre Marie qui en fait quitte l'orphelinat où elle est placée depuis très longtemps sans connaître ses origines pour aller travailler dans la grande famille Melzer qui est une famille de riches industriels avec une grande villa et donc elle va rejoindre les employés de la maison pour être fille de cuisine. Cette famille abrite une fratrie de 3 enfants, donc Paul l'aîné qui est forcé par son père à faire une fac de droit alors que lui tout ce qu'il veut c'est reprendre l'usine familiale. Elisabeth qui est une jeune femme très intelligente mais un peu perfide, elle est très jalouse de sa sœur Kitty qui est un peu on va dire l'excentrique de la famille, qui a une grâce naturelle, une beauté naturelle alors que elle, elle se bat un peu contre son embonpoint et elle est pas spécialement jolie donc elle est un peu jalouse que sa sœur attire tous les regards et puis sa sœur en fait c'est une émotive, une sensible qui aime énormément l'art, la peinture, qui a voilà des petites phases on va dire un petit peu dépressive donc on sait pas trop si c'est sa manière d'être ou si elle est malade, voilà, mais en tout cas elle a beaucoup de soins de sa mère qui est très attentive à ses besoins, à ses passions et ça énerve beaucoup sa sœur, d'autant plus que celui qu'elle aurait aimé être son mari s'intéresse finalement à Kitty, sa petite sœur. Donc bon voilà, entre les sœurs tout se passe pas très bien. Marie va se lier d'amitié avec Kitty puisqu'en fait elle va au début poser pour elle parce que Kitty adore dessiner et en fait Kitty va se rendre compte que Marie elle est vraiment très douée au niveau du dessin et de la peinture et on se rend compte que c'est peut-être quelque chose qui est lié en fait à son histoire et à ses origines. À côté de ça on comprend que le père de famille Monsieur Melzer n'est peut-être pas totalement étranger à son arrivée dans la famille et que peut-être il y a aussi un lien avec les parents de Marie, il s'est peut-être passé quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, c'est un petit peu une histoire à la Downton Abbey avec beaucoup d'histoires entre les employés de la maison, beaucoup d'interférences entre la famille et les employés, va y avoir des liens, va y avoir des histoires d'amour, va y avoir des disputes, il y a vraiment des petits drames en fait familiaux, mais moi j'ai trouvé que c'était passionnant. C'est un livre qui fait pratiquement, je crois qu'il fait 600 pages ou peut-être plus que 600 pages d'ailleurs. Il doit faire 600 pages et en fait j'ai dû le dévorer en quelques jours parce que c'était génial. Moi j'ai trouvé, j'aime beaucoup les livres historiques, je me suis mise à la littérature, je pense que ça se voit par ici, avec tous les grands classiques, donc je ne suis pas effrayée par les grosses briques, avec des descriptions, avec un rythme plutôt lent, des intrigues, voilà, enfin je veux dire, c'est pas du divertissement instantané, ou bim, un peu de suspense, bim, une grosse intrigue, c'est juste une saga historique, voilà, parce que je crois que c'est d'ailleurs une trilogie, et j'ai bien aimé. Il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes, voilà, on sent que entre Marie et Paul, dès le début, il va peut-être se passer quelque chose, il y a cette espèce de lutte des classes, et puis il y a aussi des personnages qui sont assez forts. Moi j'ai trouvé que Marie était un personnage aussi plutôt fort, malgré sa condition, elle se laisse pas écraser. Il y avait beaucoup de petits messages comme ça, avec vraiment une place assez centrale je trouve de l'art. Moi j'ai bien aimé ça aussi, c'est un peu le thème là sur cette update lecture, mais oui j'ai trouvé que c'était sympa puisque ça va même nous amener à Paris. Et voilà, c'est tous ces petits drames du quotidien qui se jouent dans une grande villa de riches industriels au début des années 20 et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je trouve que c'est vraiment une lecture à lire en automne. Moi j'aurais bien aimé en fait le lire en automne, me glisser dedans un dimanche sous un plaid avec une boisson chaude et lire cette saga historique. Mais voilà, c'était super bien. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait vraiment des longueurs, qu'ils n'avaient pas compris ce roman, etc. Franchement, n'hésitez pas à l'essayer, surtout si vous n'êtes pas effrayé par les classiques, parce que moi j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà. On en a fini pour les romans et du coup on attaque aux deux romans graphiques. Donc j'ai lu un manga qui est le tome 2 de La Tempête de Cristal. J'étais pas du tout partie pour me l'acheter en fait quand j'avais
quand j'y étais allée, parce que j'avais dit voilà que je m'achèterais 2-3 petits mangas, mais j'achetais pas de romans en tout cas, donc pour l'instant je m'y suis tenue, mais j'ai acheté pas mal de mangas, mais vous le verrez peut-être dans un book haul. Mais bref, donc j'ai trouvé le tome 2 de La Tempête de Cristal, je savais même pas qu'il était sorti, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté, donc c'était Seka qui taillait en fait dans le cristal et qui avait cette espèce de tempête de vent qui figeait des endroits et en fait elle a découvert qu'il y avait un marché noir avec des gens qui taillaient dans le cristal alors qu'il y avait encore des gens et des villages coincés à l'intérieur. C'est un peu genre un trafic d'humains mais sous couvert d'art quoi. Donc voilà, quand j'avais pris le tome 2, j'avais bien aimé le tome 1, je me disais bon bah voilà, c'est certes introductif, mais l'histoire a l'air super cool, l'univers est sympa, voilà. Donc c'est une trilogie, donc là j'ai lu le tome 2, et en fait... ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai le même sentiment qu'avec le tome 1, sauf que c'est quand même un tome 2 et qu'il n'y a plus qu'un tome pour clore l'histoire. Mais en fait, j'ai trouvé que le début était très lent. J'ai vraiment apprécié ce que je lisais, mais ouais, les quelques pages, en fait, les derniers, peut-être le dernier ou les 2 derniers chapitres, je sais plus trop comment c'était découpé. Mais on en apprend un petit peu plus, en fait, sur Tito, donc le jeune garçon qui l'accompagne avec son espèce de petite pyramide bizarre venue d'ailleurs, qui a des pouvoirs un peu magiques. Et on en apprend un peu plus aussi sur l'origine des tempêtes, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que c'est naturel ou pas. Donc c'était pas mal, mais je trouve vraiment que le rythme pour le coup devrait être accéléré. Parce qu'au début je me suis vraiment un petit peu ennuyée franchement, donc... je vais quand même lire le tome 3 parce que j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, mais je vois pas vraiment comment la trilogie pourrait exploser sur un seul tome, alors que j'ai toujours ce sentiment un peu mitigé de me dire ok bon bah il y a les bons éléments, l'histoire a l'air cool, ça a l'air vraiment sympa cette ambiance, cet univers, mais j'attends un petit peu plus, donc voilà, là je comptais vraiment sur le tome 2, je lirai quand même le tome 3, mais je suis pas sûre après de garder la trilogie, bon, sauf si le tome 3 est génial. Bref. Enfin, j'ai lu Les Sœurs Grémillet aux éditions Dupuis par Di Gregorio et Barbucci. Je pense que vous avez dû pas mal l'avoir passé puisqu'il y avait une grosse opération de service presse. Moi, du coup, je l'avais acheté en librairie après le déconfinement. Enfin, non, d'ailleurs, peut-être un peu plus tard parce que je crois qu'elle avait été décalée justement du fait du confinement. J'avais très envie de retrouver une petite BD jeunesse avec de belles illustrations, des aventures qui sont pas rocambolesques, mais en tout cas de trouver un petit échappatoire de douceur comme pour les carnets de cerises par exemple que j'aime beaucoup, ou la boîte à musique de Gigi et Carbone que je trouve également très mignonne, même si à chaque fois c'est un petit peu court, que c'est très jeunesse, mais en tout cas moi je suis très sensible aux illustrations et je suis très sensible à ces ambiances qui me mettent dans un petit cocon de chaleur et de réconfort, donc j'avais vraiment envie de lire celle-ci. Dans le tome 1, donc Le rêve de Sarah, comme quoi là aussi il y a un thème, parce que ça parle toujours de mon prénom et ça parle pas de Seconde Guerre mondiale. Dans ce tome 1, eh bien, on suit Sarah qui en fait fait un rêve bizarre. Elle est dans un endroit un peu surnaturel avec un arbre un peu mystérieux et des petites méduses, dont une qui ne veut pas révéler en fait son visage. Elle comprend pas trop et en fait elle en parle à ses 2 petites sœurs, puis elles en parlent à leur mère et leur mère elle part totalement en vrille à cette évocation. Donc les 3 sœurs décident de mener l'enquête et ça va peut-être nous apprendre quelque chose sur la vie, la jeunesse de leur mère et un secret qu'elle pourrait éventuellement conserver. Alors je vous mettrai des planches, les illustrations sont effectivement somptueuses, moi je trouvais que c'était vraiment très très beau. Par contre, voilà, moi je déplore un peu, c'est certes du jeunesse, effectivement les choses sont jamais trop développées, mais là pour le coup c'était vraiment trop court, franchement j'ai trouvé que c'était vraiment... je suis un peu restée sur ma faim. Pourtant c'est prometteur parce que les 3 sœurs elles ont toutes leur caractère. Sarah elle a un petit peu du mal à assumer son rôle d'aînée de la fratrie avec ses responsabilités, son lot de tu dois donner l'exemple, etc. Il y a celle du milieu qui elle rêve de prince et de princesse, et puis la petite dernière qui préfère parler aux animaux qu'aux humains. Donc voilà, je trouvais que le cadre était bien planté. En plus le décor de la famille est sympa, il y a une mère célibataire, donc il y a un contexte qui voilà, particulier. Les illustrations sont très belles, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il me manquait un petit peu de
ouais, ça manquait un peu de quelque chose qui allait démarrer en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment très lisse tout le temps. Et en fait, après, les carnets de cerises, ça s'adresse au même public, hein. La boîte à musique, je crois même que c'est peut-être plus jeune ou peut-être pareil. Mais j'ai moins eu ce côté de me dire ok, c'est du jeunesse, mais là, je reste trop sur ma faim. Donc voilà, je lirai quand même, je pense, la suite. Je sais pas du tout en combien de tomes c'est prévu. Je me dis qu'il y a 3 sœurs, donc ils vont peut-être faire une trilogie, j'en sais rien. Mais voilà, c'est très beau. Mais il faut vraiment se dire que c'est hyper léger, quoi. Parce que j'ai moins ce sentiment, en fait, d'habitude. Honnêtement, je l'ai moins, même pour des trucs super jeunesse. Je me souviens, j'avais lu... en hiver, c'était le calendrier de l'Avent qui était très beau, mais qui était vraiment encore plus jeunesse. Mais j'avais pas ce sentiment-là. J'avais pas ce sentiment-là, donc je pense qu'il faut pas mettre ça sur le compte du public visé, mais plutôt du scénario. Donc voilà, j'espère que le tome 2 sera un peu plus développé, un peu plus vivant, et voilà. Voilà pour mon update lecture de ces derniers temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.